Bonsoir messieurs dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre dimension. Autre dimension où je ne suis pas allé voir le film dont on va parler ce soir. Nous nous retrouvons pour la critique de The Flash de Andy Muschietti, que j'ai boycotté dans une autre réalité, parce que rien ne m'intéressait dans ce projet, ça avait l'air absolument infect. Mais il se trouve que dans le monde dans lequel nous vivons, j'ai reçu pas mal de messages de fans de l'univers DC, qui m'ont demandé « Allez, s'il te plaît, fais un effort, on aime bien tes critiques ». Donc j'ai fait un gros effort pour vous, jusqu'au dernier moment je voulais revenir chez moi. Je me suis dit je vais pas tenir 2 heures devant ce truc. Après je vous rassure, une fois que je suis rentré dans la salle, j'ai beaucoup pris sur moi, je me suis dit je vais essayer d'être le plus objectif, ouvert d'esprit possible. Donc il y aura une partie sans spoilers évidemment, et quand on rentrera dans les spoilers je vous préviendrai parce que pour vous donner mon avis final, il faut que je vous parle de toute la fin du film, il se passe plusieurs choses importantes. Bref, les films de super-héros, moi j'en peux plus à la base. C'est simple en fait, The Flash, il n'y a absolument rien qui m'attire, à la fois parce que c'est un film de super-héros et pour moi c'est overdose, mais aussi parce que c'est un film de l'univers DC, et DC pour moi ça s'est cassé la gueule depuis pas mal de temps. Le dernier film qu'ils ont fait que j'ai relativement apprécié, c'est Batman v Superman, qui avait plein de défauts, mais il y avait des bonnes idées. J'avais notamment aimé toutes les parties adaptées de The Dark Knight Returns. Il y avait quelque chose à sauver. Après Justice League, c'est catastrophique, les 2 versions. Mais là, je pense que c'est surtout que j'ai un problème global avec la Justice League. Mélanger tous ces super-héros en même temps, c'est pas pour moi. Ça n'a jamais vraiment été pour moi, d'ailleurs. Même à l'époque des dessins animés, j'étais pas fan de la Justice League. Moi, j'aimais bien Batman en solo, éventuellement Superman en solo. Mais regrouper Flash, Green Lantern, Superman, Wonder Woman et compagnie, déjà ça me gonfle. Mais alors là, pour moi, les 2 films, les 2 versions, que ça soit la vraie version entre guillemets de Zack Snyder et la première, ce sont des bouillies visuelles, c'est infect. Wonder Woman, le premier film, je l'ai toléré, mais j'ai pas accroché, j'ai rien ressenti. La suite, c'est un étron de l'espace. Aquaman, je n'ai aucun affect avec le perso, donc je n'y suis pas allé. Et quant à Ezra Miller en The Flash, j'ai pas aimé l'acteur dans Justice League, donc je me suis dit, il n'y a aucun moyen que j'adhère à ce film. Michael Keaton, je me suis dit, ils vont l'amener en mode figurine, en mode fan service pour plaire aux trentenaires, quarantenaires qui ont grandi avec les films de Burton. Et malheureusement, c'est ce pourquoi ils l'ont amené dans ce film, dans ce projet, je vais y revenir. Mais pour vous dire, il n'y a rien pour moi dans The Flash à la base. Normalement, il n'y a aucun moyen que j'aime un projet pareil, que je puisse aimer le film. Eh bien écoutez, à ma grande surprise, j'ai plutôt bien aimé. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que c'est un chef-d'œuvre, que c'est ni un très bon film, et c'est loin d'être un des top films de super-héros. De toute façon, je vais le répéter, je l'ai dit plusieurs fois, mais le dernier très très bon film de super-héros pour moi, ça serait plutôt Spider-Man 3. Allez, vraiment, l'excellence, c'était Spider-Man 2. J'aimais des choses dans The Dark Knight et surtout dans The Dark Knight Rises, mais même là, il y a trop de problèmes. Vraiment, pour moi, le dernier qui était vraiment bon, c'était Spider-Man 3 de Sam Raimi. Passé cette époque, ça s'est cassé la gueule, hein, les Marvel, les DC et compagnie. J'ai beaucoup de mal. Mais là, j'ai plutôt bien aimé ce que j'ai vu. J'ai trouvé que c'était fun, marrant, bien réalisé. Donc Andy Muschietti, il a réalisé les films Ça, chapitres 1 et 2. J'avais beaucoup accroché au premier, moins au 2, mais par contre, la réalisation était de bonne facture, même dans le 2. Il a fait également Mama. Et là, il confirme avec ce film qu'il sait vraiment bien gérer la réa. J'ai trouvé que les scènes d'action étaient très bien foutues, malgré le nombre d'éléments à prendre en compte dans chaque cadre. C'est un bordel visuel à gérer pour un réalisateur, j'imagine même pas comment on fait. Moi, ça me dépasse complètement. Évidemment, il y a tous les génies à la technique. Et j'ai trouvé que les scènes d'action avec The Flash étaient extrêmement lisibles. Ça m'a fait penser aux scènes avec Quicksilver dans les X-Men de Bryan Singer. C'est très très bien découpé. Il y a notamment une scène au début du film, une scène d'action avec Flash qui est très impressionnante. Bien rythmée, bien foutue, très lisible. Malheureusement, et ça on l'a tous vu dans les bandes annonces, la direction artistique est infecte, en tout cas moi ça ne me plaît pas, il y a peut-être des gens à qui ça plaira. Alors Zack Snyder, lui, il avait une approche extrêmement sombre de son univers, que je trouve tout aussi horrible que ce qui est proposé là. Là, la différence, c'est que c'est vachement plus coloré. Je dirais quand même qu'Andy Muschietti gère encore mieux les scènes d'action que Zack... Il les gère mieux, j'allais dire encore mieux. Il les gère mieux, tout simplement mieux. Zack Snyder, si on se souvient
de la scène de fin de Batman v Superman, c'était une bouillie atomique. Quand Wonder Woman, Batman et Superman affrontent Doomsday, c'était illisible. Alors que là, tout est parfaitement lisible. J'appréciais. Le découpage est bon. Donc ça, c'est une bonne surprise. Encore une fois, la direction artistique, dégueulasse. C'est pas pour moi, c'est moche, que ça soit là en mode coloré ou la version Snyder en sombre. Il faut passer à autre chose, il faut vraiment revoir entièrement la direction artistique d'ici. Moi, je peux pas, j'y arrive pas. Alors, là où je suis surpris sans être surpris, c'est que Michael Keaton en Batman, le grand retour, absent depuis Batman Returns de Tim Burton, eh bien, c'est pas lui qui rattrape le film. En fait, moi, à la base, je pensais que le film serait une daube absolue et qu'il pourrait rien faire pour sauver le film. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, Michael Keaton, c'est peut-être le point noir du film. Je vais tempérer. Mais à ma grande surprise, j'ai plutôt bien aimé le personnage de Flash cette fois-ci. Autant dans Justice League, je crois qu'il n'avait pas le temps d'exister. Ça aussi, c'est le truc qui est bizarre avec DC, c'est qu'ils ont fait des films avec le groupe avant de faire des films sur chaque personnage. Là où Marvel avait fait les choses bien, Iron Man avait son film, Hulk avait son film. Quoique non, je dis une connerie en fait, il y a eu le film avec Norton, mais quand ils ont lancé le MCU, et après quand ils ont fait Avengers, Hulk c'était le seul personnage où il n'y a pas eu de film à part entière. Mais je veux dire, Iron Man avait eu son film, Thor avait eu son film, etc., etc. Alors que là, d'ici, quand ils ont fait Batman contre Superman, Batman n'avait pas eu son film. Quand ils ont fait Justice League, Flash n'avait pas eu son film. Là, c'est la première fois que Flash a un film juste à lui. Et finalement, Ezra Miller a enfin le temps d'exister et de livrer tout son talent. Parce que là, il joue deux rôles. En fait, il joue deux versions de Flash. Il y a une version où il a 18 ans et une version où il est plus âgé, qui est la version canonique, on va dire, du personnage. Et je dirais pas que c'est la première fois où je suis surpris qu'un acteur arrive à donner vraiment deux tons différents pour deux versions d'un même personnage. Je crois qu'une des premières fois où c'est arrivé, c'était dans L'Homme au masque de fer de DiCaprio. Et pour l'époque, c'était très impressionnant. Mais là, je trouve que il s'en sort extrêmement bien. C'est-à-dire que le Flash qu'il joue quand il a 18 ans est radicalement différent de la façon dont il l'interprète plus vieux. Sacrée performance d'acteur. Moi qui n'accrochais pas du tout au mec, je l'ai trouvé plutôt attachant. J'ai trouvé que son background est cette fois-ci plus étoffé, ça le rend plus intéressant. Il y a un enjeu dans le film qui est complètement absent, enfin, disons qu'il ne me touche pas dans les derniers films d'ici, que ce soit dans les Wonder Woman ou dans Justice League. Ça manquait d'enjeu, ça me prenait pas aux tripes. Là, toute la promesse scénaristique du film, c'est que Barry, Flash, veut sauver sa mère. En gros, sa mère est déjà morte quand le film commence. Elle est morte quand il était petit. Pour une histoire de sauce tomate, je vais pas vous en dire plus. Et il se trouve que The Flash, son pouvoir principal, c'est de courir très très vite. Et en courant extrêmement vite, en dépassant ses limites, il va se rendre compte qu'il a la faculté de voyager dans le temps, de revenir en arrière et de changer, pourquoi pas, le cours des événements. Donc forcément, au bout d'un moment, il se dit, pourquoi je ne reviendrai pas des années en arrière pour sauver ma mère? Le film part de là, et donc voilà, je vais au moins vous spoiler ça. Il se trouve qu'il sauve sa mère, et ensuite quand il veut revenir dans le présent pour profiter de sa maman et de sa nouvelle vie, il va se passer un incident où un mystérieux personnage va lui foutre un poing dans la gueule, et au lieu de revenir à son époque, il va se retrouver dans une dimension parallèle, dans une autre réalité, et il va revenir quelques années avant de là où il aurait dû revenir. C'est-à-dire qu'il devait revenir à l'âge de 30 ans à peu près, mais là il va revenir à l'âge où il avait 18 ans, et il va faire face à une autre version de lui-même, qui a 18 ans du coup. Et le Batman de sa réalité, qui était le Batman campé par Ben Affleck, est désormais Michael Keaton. Voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant, sans spoil. En termes d'enjeu, il se passe quelque chose. Faudra que je spoil pour vous en dire plus. Je trouve qu'on ne s'ennuie pas, le film est très bien rythmé. J'avais envie d'aller aux toilettes à un moment donné, au bout d'une heure et demie, et le film est tellement rythmé, je me suis dit, j'ai pas envie de louper une scène, faut que je fasse la critique, et finalement je me suis retrouvé pris dedans. J'ai
pas trop vu le temps passer finalement. J'ai trouvé que c'était bien agencé, bien foutu, bien rythmé. Encore une fois bien réalisé, malgré le fait qu'il y ait une direction artistique, je trouve, des enfers. Après, quand je vous dis bien réalisé, c'est surtout les scènes d'action, voilà, qui sont très lisibles, qui sont bien foutues. Je vous cache pas qu'après, il y a des moments qui se veulent un peu plus séquence émotion, où l'AREA fait un peu plan-plan. J'en attendais peut-être un peu trop, enfin, même si à la base mes attentes étaient nulles. Après, je vais vous dire, voilà, c'est aussi ça. Dans le fond, j'en attends beaucoup plus. Mais après, de base, mes attentes étaient au niveau 0. Et le film, là, toujours sans trop spoiler, parle un peu de ça. C'est-à-dire que la façon de faire les films a changé, la galerie de personnages a changé, le monde a changé. Nous ne sommes plus dans le monde des années 80-90. Il y a un discours là-dessus. J'en parlerai un peu plus tard, tout à l'heure. Et à la fois, j'ai trouvé que c'était un peu un foutage de gueule. Et à la fois, je trouve que ça fait sens. Désolé, je reste un petit peu cryptique, vous comprendrez une fois que vous aurez vu le film. Il y a un discours là-dessus. Niveau musical, donc c'est Benjamin Wallfisch, qui a composé le score, sans grande surprise malheureusement, comme quasiment tous les films qui sortent, que ce soit les films de super-héros, ou même les films indépendants. Globalement, je trouve qu'il y a une pénurie de grands compositeurs de films. Vangelis n'est plus là, Ennio Morricone n'est plus là, John Williams est en fin de carrière, j'espère qu'il restera encore un petit peu de temps, Howard Shore, Danny Elfman, etc. Tous ces grands compositeurs, pour certains qui sont encore en activité, ils n'ont plus l'inspiration qu'ils avaient à une époque, c'est normal, ils ont tout donné. Pour d'autres, malheureusement, ils sont décédés. Et la relève n'est vraiment pas là. Donc, elle n'est pas avec ce Benjamin Wallfisch. Il n'y a aucun thème qu'il a composé dans ce The Flash qu'on retiendra. Le seul truc qu'on va retenir, c'est les reprises, les petites reprises de Danny Elfman, le score qu'il avait composé pour Batman et Batman Returns. On entend 10-15 secondes. C'est un peu le même procédé qui avait été utilisé dans Spider-Man No Way Home, où on entend quelques passages iconiques du score de Danny Elfman. Là, c'est pareil. Mais le reste de la composition n'est pas à la hauteur. À la limite, ce que j'ai bien aimé, c'est la sélection des chansons, notamment avec Chicago. Je vous en dis pas plus, c'est pas mal. Mais voilà, le score très faiblard, mais j'ai même pas envie de défoncer le film là-dessus, parce que c'est une constante dans tous les films de super-héros qui sortent, et dans globalement quasiment tous les films qui sortent au cinéma à l'heure actuelle. Les acteurs, je vous l'ai dit, Ezra Miller, très bonne surprise. Je trouve qu'il campe vraiment très bien deux versions du personnage. On se dit jamais c'est le même mec. Il les joue vraiment très différemment. Il est plutôt attachant. Celui qui a 18 ans, il m'a fait marrer plus d'une fois. Totalement surexcité. J'ai bien aimé, à ma grande surprise, l'actrice qui interprète Kara, donc la cousine de Superman, qui s'appelle Supergirl. Enfin, c'est Kara, son vrai prénom. L'actrice s'appelle Sasha Kal. Je ne sais pas si je prononce bien. Je ne sais pas si on dit Kali. Kal-El peut-être. Sasha Kal. Alors, j'étais un peu énervé, même très énervé à l'origine de ce choix de casting, parce que normalement, Supergirl, Kara, c'est une blonde aux yeux bleus. Là, ils ont pris une brune aux yeux marrons. Je ne comprends pas. Cela dit, elle est très jolie. Elle joue bien, elle a de la gueule. Là où je suis un peu énervé, c'est que le film nous présente quelque chose avec ce personnage que j'ai trouvé très intéressant pour une première. Je me suis dit, ah, là, c'est un film qui prend des risques. Et dans le même temps, je vois qu'il y a une série, apparemment, ou un autre film qui est prévu avec elle. Je vous avoue que là, j'ai pas bien compris. Mais elle est pas mal dans le rôle, pas mal. Très bien en costume, pas mal. Même si normalement, elle est censée être blonde aux yeux bleus, mais on va dire, vu que c'est un univers alternatif, pourquoi pas. Michael Keaton, alors c'est pas que je l'ai trouvé mauvais, mais tu sens vraiment qu'il est amené là en mode les trentenaires, les quarantenaires, s'il vous plaît, venez voir le film. Oui, la grosse différence avec Spider-Man No Way Home, c'est que ce dernier avait été vendu sans spoiler la présence d'Andrew Garfield et Tobey Maguire. Alors que là, ils ont bien insisté sur la présence de Michael Keaton. Au final, ça je peux vous le dire, il est présent à tout casser, on le voit à tout casser 20 minutes, sur plus de 2 heures de film, c'est beaucoup trop peu. Il a très peu le temps d'exister ou de ressusciter quelque part. Ça ne m'a pas fait grand chose de le revoir. Je vais vous dire, moi j'étais affligé des bandes annonces globalement, notamment les punchlines qui sortent quand il dit I'm Batman et You want to get nuts, let's get nuts. J'ai secrètement espéré que ces plans, il les ait fait seulement pour les bandes annonces et qu'il les garderait pas dans le film parce que c'est ridicule.
et je confirme qu'au sein du film, c'est complètement ridicule. C'est qu'en fait, on a des phases de dialogue entre les personnages, et là, tout d'un coup, pour conclure la scène, t'as un gros plan sur Michael Keaton qui te sort ces punchlines qui viennent des films de Burton. Moi, ça me plaît pas du tout. Je trouve que le procédé est nul. C'est du fanservice très 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 bas de gamme. Michael Keaton, c'est pas qu'il m'a fait de la peine, mais toutes les scènes d'action avec Michael Keaton, j'ai eu la désagréable sensation de voir Yoda dans Star Wars épisode 2. On voit que c'est un effet numérique. La force de Batman dans ce film est complètement absurde. On parle quand même de Michael Keaton qui a 60 balais, qui fait des sauts pas possibles, qui est beaucoup plus fort que dans les films de Burton. Ça n'a aucun sens, mettons. Il est plus présent à moitié en CGI que lui-même. Il a trop souvent le masque. Il y a une scène sympa quand il est introduit. Il y a une scène sympa. Au tout début, quand il est introduit, j'ai bien aimé. Mais ça se barre assez vite en steak. En fait, ça devient un peu de la bouillie visuelle. Ça devient un film de super-héros neuneux. On est très très loin des films de Burton. Ne vous attendez surtout pas à retrouver la magie des films de Burton, l'ambiance, etc. Malgré la réutilisation très très succincte des thèmes de Danny Elfman, malgré la présence de Michael Keaton, tu sens qu'il est vraiment rapporté là. Il est là comme une pièce rapportée. Voilà. Je peux pas le dire autrement, il est là comme une pièce rapportée pour caresser dans le sens du poil tout un public de vieux qu'on n'aurait pas pu faire venir autrement dans les salles. Donc je crois que c'est l'acteur que je vais le moins retenir du film. J'ai préféré Sacha Calle en Kara. J'ai préféré de très loin Ezra Miller. Puis il n'a pas le temps d'exister, Michael Keaton. Qu'est-ce que tu veux faire en 20 minutes? Le nombre de punchlines à la con qui sort. Là, je vais pas spoiler, mais vers la fin du film, c'est pas possible, ça fait de la peine. Voilà, je peux pas le dire autrement, ça fait vraiment beaucoup de peine. Est-ce que je peux parler des autres? L'intrigue amoureuse de Flash. Je crois que je vais m'abstenir de commenter. Au début, je croyais que c'était une Annie qu'il avait comme ça perdu de vue, et que ça allait en rester là. Non, c'est son intrigue amoureuse. Je vais le dire comme ça. Il n'y a pas un moment dans le film où j'y crois, où on y croit. C'est ridicule. Ça rejoint ce que j'ai dit récemment sur Alan Wake 2, où tellement de films... C'est woke. Voilà, c'est woke, ça ne marche pas, c'est pas bon, mais écoutez, passons, c'est pas grave, à la limite, c'est pas grave. Du reste, je pense que le casting est plutôt bien. Les acteurs jouent assez bien. Les scènes d'action sont bien filmées. Parfois, il y a peut-être un côté un peu bouillie visuel, c'est vrai. Mais je pense que c'est surtout à cause du nombre d'éclairs qu'il y a, du nombre d'éléments présents à l'écran, parfois du nombre de personnages. Mais je trouve que le réal s'en sort vraiment bien. Moi, je me suis imaginé, si on me donnait un tel scénario, un tel bordel entre les mains, qu'est-ce que j'en ferais visuellement? Je pense sincèrement qu'Andy Muschietti a fait le mieux qu'on pouvait faire avec un tel script. Il y a énormément de références, il y a des trucs auxquels je m'attendais pas du tout, qui m'ont fait mourir de rire. Vers la fin du film, il y a 2 trucs. Personne ne peut y penser avant d'entrer dans la salle. C'est très très drôle. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de dérision. En fait, globalement, j'ai beaucoup aimé le ton du film. Je trouvais que ça se prenait pas au sérieux. Le film se conclut sur un énorme gag. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Tout en ayant de l'enjeu. Il y a un côté dramatique que j'ai bien aimé. L'émotion est bien gérée. C'est peut-être le film de super-héros que j'ai vu qui se rapprocherait le plus de la légèreté parfois qu'avaient les Spider-Man de Raimi, vous voyez, sans y être complètement. Les Raimi étaient quand même beaucoup mieux. Mais c'est pas mauvais. Il y a peut-être aussi des côtés un peu Deadpool. En tout cas, c'est beaucoup mieux que les derniers DC comme Justice League ou Wonder Woman. Ça, c'est clair. Voilà, c'est très loin d'être un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Très très loin. Mais ça reste correct. C'est un merdier. Hein. C'est quand même un merdier de mettre autant de personnages avec ce concept de réalité alternative. Là, on est dans la mode du multivers. Dommage que Batman, Michael Keaton, soit aussi sous-exploité. Qu'il ait été aussi mal intégré, je trouve, dans ce projet, mais je le voyais dès les bandes annonces et je me suis pas trompé, il est mal intégré. Ben Affleck, que dire de Ben Affleck dans le film? On le voit 5 minutes au début, tu sens qu'il est fatigué, il a vachement minci, il est là pour faire coucou. Voilà, là je vais m'arrêter là pour la partie sans spoilers.
Je peux vous conseiller d'y aller. C'est très loin d'être la dope que j'imaginais. C'est pas un chef-d'œuvre, mais j'ai passé un assez bon moment. Voilà, assez fun, assez rigolo, et loin d'être aussi mauvais que les derniers DC, ou même Doctor Strange 2 l'année dernière, si je devais comparer à des Marvel qui sont... Moi j'ai arrêté les Marvel, c'est plus possible. Doctor Strange 2, Black Panther, tout ça pour moi c'est poubelle, c'est plus possible. C'est au-dessus, c'est au-dessus. Je dirais qu'en termes de films de super-héros, le dernier que j'avais apprécié comme ça devait être Deadpool. Ça doit être ça, hein. Mais encore une fois, je ne suis plus du tout client de ce genre de formule, ça ne m'intéresse plus, j'ai l'impression que j'ai passé totalement l'âge. Voilà, je fais une petite coupe, et après, attention, on va rentrer en mode full spoilers. Donc attention messieurs, dames, c'est parti pour la section full spoilers, mais je vous connais, je sais que certains ne sont pas encore partis. Vous aviez vu mon état d'esprit il y a quelques mois, j'étais extrêmement énervé par la bande-annonce, j'avais aucune envie de le voir, j'ai fait un effort pour certains d'entre vous. Et là vous voyez que je suis plutôt positif, plutôt cool. Encore une fois, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais il y a des surprises dans le film, il y a vraiment deux trucs qui m'ont fait marrer à la fin. Mais parce que je m'y attendais pas du tout. Et je vais commencer par quelque chose qui m'a paru dingue, même si c'est très mal fait, je vais y revenir, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas qui eut l'idée de mettre cette scène à la fin, mais en tout cas l'effet, c'est que ça m'a fait marrer. Je pense que c'était censé être comique. On voit, tenez-vous bien, Nicolas Cage habillé en Superman. Donc vous savez que dans les années 90, il y avait Tim Burton qui avait un projet de faire un film Superman avec Nicolas Cage. Vous demandiez à quoi ça pouvait ressembler, bah écoutez, il y a une toute petite séquence avec Nicolas Cage. Alors je sais pas trop ce qu'ils ont fait, je crois qu'il est en CGI, je sais pas s'ils l'ont appelé, honnêtement je sais pas s'ils l'ont appelé pour qu'il tourne en costume et après ils l'ont rajeuni numériquement, je sais pas bien. En tout cas c'est mal fait, mais on reconnaît Nicolas Cage avec le costume de Superman, celui qu'il devait porter dans le projet de Burton. J'ai trouvé que c'était assez dingue d'avoir eu cette idée, ça va bien avec le concept de multivers, avec les dimensions parallèles. Par contre, je crois quelques secondes avant, on voit le fantôme de Christopher Reeve en CGI, avec son costume emblématique, un peu compliqué, même si je comprends le geste. On voit aussi très brièvement George Reeves, qui était le tout premier Superman. Ça dure très peu de temps, ils se sont dit, bon, il y a peut-être quelques mecs de 70-80 ans dans la salle, on va leur foutre un petit clin d'œil. Mais alors, le truc qui m'a fait le plus marrer, c'est la fin du film. Le film se conclut avec Flash qui revient dans son époque, et là il attend Bruce Wayne. Bruce Wayne sort de sa voiture. Qui sort? C'est pas Ben Affleck, c'est pas Michael Keaton, c'est George Clooney. Et il laisse le doute à la fin. Y a Flash qui dit mais t'es pas Batman. Et il joue sur l'ambiguïté. Je pense que ça va rester à cette scène-là, ça va rester un gag. Mais le simple fait que George Clooney ait accepté d'apparaître à la fin comme ça, alors que lui-même déteste Batman et Robin, il regrette d'avoir joué là-dedans, et que d'ici, et que dans ce film, ils se disent, tiens, c'est vrai qu'il a quand même fait partie de notre univers, on va le ramener pour une toute petite scène, ça m'a fait mourir de rire tellement que c'est inattendu, personne s'y attendait, tout le monde s'est marré. Tu sens que le film se prend pas au sérieux, ça part dans tous les sens. Je vous dis, Nicolas Cage habillé en Superman, George Clooney, c'est un film plutôt fun, voilà, qui se prend pas au sérieux. Maintenant, il faut que je vous parle du message que j'ai ressenti, qu'on m'envoyait dans la gueule. Batman, interprété par Michael Keaton, meurt à la fin du film. Mais il meurt pas seulement une fois, il meurt plein de fois. C'est-à-dire qu'à la fin, les deux Flash constatent que Batman, Michael Keaton et Kara meurent sous l'assaut du général Zod. Ah oui, Michael Shannon, j'ai bien d'en parler, qui revient, qui reprend son rôle de Zod, qui offre une bonne prestation, malheureusement lui aussi a très très peu de temps d'écran pour exister, mais il fait le taf on va dire. Après c'est pour les fans de Man of Steel s'il y en a encore. Ah putain, d'ailleurs ça m'a fait marrer parce que ils font une séquence flashback qui se passe à l'époque de Man of Steel, et il y a le père de je sais plus qui meurt sous les débris, et c'est aussi ridicule que quand Kevin Costner disait à Clark dans Man of Steel, non, laisse-moi, je vais mourir, et qu'il est emporté par la tornade. Je sais pas si c'est un clin d'œil volontaire d'avoir fait mourir un personnage, un père de famille, de manière aussi conne que Kevin Costner, je sais pas. Bref, en tout cas, Michael Shannon est plutôt bon dans le rôle, mais on le voit très très peu. Et bref, du coup, Batman, Michael Keaton et Kara meurent sous l'assaut du général Zod. Et du coup, les deux Flash remontent dans le temps pour les sauver. Seulement, à chaque fois qu'ils remontent dans le temps, Batman et Kara meurent d'une autre façon. Et en fait, ils arrivent à ce point...
Quand on manque le temps, ils disent que c'est un point inévitable. Il y a certains événements qu'on ne peut pas changer. En fait, quoi qu'il fasse, Batman va mourir, Kara va mourir. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je ne comprends pas pourquoi ils font un autre film avec elle. Je crois que c'est un autre film, un autre projet qui va s'appeler Supergirl. Parce que j'aurais trouvé ça intéressant qu'ils castent une nana pour jouer Kara et que ce soit la première et unique fois où on la voit dans l'univers d'ici. Apparemment, ils en ont décidé autrement. Mais en ce qui concerne Michael Keaton, je pense que c'est la dernière fois où on le verra sous le costume. Et du coup, j'ai l'impression que le message du film, c'est de dire que là, définitivement, une page s'est tournée, une époque est morte. Et c'est pour ça que je trouve que le procédé est à la fois un foutage de gueule et à la fois c'est réaliste. C'est un foutage de gueule parce qu'on nous a vendu le film sur la présence de Michael Keaton, donc on aurait pu s'attendre à le voir dans d'autres projets, même si personnellement j'en avais plus grand chose à foutre. Comment c'est vieux, puis c'est pas Tim Burton qui fait le projet, vous voyez ce que je veux dire. Mais donc voilà, ils t'ont vendu le film sur Michael Keaton en grosse partie, en tout cas surtout pour le public de trentenaire dont je fais partie et quarantenaire, etc. En fait, ils le font mourir lors de son gros retour. Vous voyez, ça faisait 30 ans qu'on l'avait pas vu sous le costume, et ils te le font crever, pas qu'une fois, plusieurs fois à la fin du film, et le message c'est ouais, les mecs, on a changé d'époque, faut accepter que c'est un point de non-retour, qu'on peut pas changer le passé. Votre Batman, Michael Keaton, que vous avez aimé dans les films de Burton, est mort, et maintenant il y a d'autres itérations de Batman, on a d'autres super-héros autant couleurs, il faut l'accepter, tourner la page. Et en ce sens, je trouve que le film est assez... Je sais pas si je dirais qu'il est cynique, je dirais que c'est un constat. C'est vrai que c'est un constat qu'il faut tourner la page. Moi, je l'avais déjà tourné, je pense qu'on était nombreux à l'avoir fait. Et là, l'avoir ramené, l'avoir agité comme ça pour le faire mourir et nous dire c'est fini, bizarre comme procédé, mais je le comprends. Et je trouve que du coup, le film prend un peu plus d'intérêt par rapport à tout ce qui nous est présenté, par rapport à la mère de Flash qui est morte au début du film, qui va sauver, et finalement, à la fin, il est obligé de se résoudre à retourner dans le passé pour rechanger l'élément qui permettait de la sauver pour finalement qu'elle meure, parce que c'était un point inévitable, c'était un point de l'histoire qui ne pouvait pas vraiment changer. Sinon, en fait, en changeant le fait qu'il sauve sa mère, et ben, le nouveau monde qu'il a créé est condamné à mourir. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Tim Burton est passé à autre chose, Michael Keaton pendant des décennies est passé à autre chose, le monde est passé à autre chose, la façon de faire les films aussi a changé, on est passé à autre chose, on est passé à l'ère du tout numérique. Et même moi, ça fait des années que je vous dis, j'en peux plus de cette façon de faire des films. Je préférais la façon de faire des années 50, 60, 70, 80, 90. Je trouve que les réalisateurs qu'on a actuellement ne sont pas au niveau des anciens, les compositeurs de musique pareil, les acteurs pareil, même si là j'ai bien aimé Ezra Miller, mais parce que si à la base je le supportais pas dans Justice League, il me revenait pas. En plus de Flash, j'ai pas une affection incroyable pour le perso, etc., etc. Mais quand je vous dis que je l'ai bien aimé, c'est aussi parce que mes attentes étaient zéro, après que je constate qu'objectivement il joue bien. Mais voilà, c'est pas Michael Keaton, c'est pas De Niro, c'est pas Al Pacino, vous voyez ce que je veux dire. Mais lui, c'est pas... Je veux pas le prendre comme exemple pour dire que l'industrie déconne. Je dirais que globalement, il y a un affaissement artistique. On a des acteurs qui sont plus aussi imprimants, plus aussi marquants, plus aussi charismatiques que par le passé. C'est vrai pour tout, hein. C'est vrai aussi pour les politiques, pour le monde en général. Tout a changé en fait. Cette industrie a changé, moi je m'y reconnais quasiment plus, de moins en moins. C'est aussi pour ça que je vous fais quasiment plus de critiques de films. Même si je vais encore voir des films. Je suis allé voir Jeanne du Barry récemment, de Maïwenn, parce que fut un temps où je l'aimais bien. J'aime toujours bien d'ailleurs, mais moi je l'avais découvert dans Les Parisiens de Claude Lelouch. J'ai donné une chance à son film Jeanne du Barry, c'est une catastrophe, c'est un des plus mauvais films français que j'ai vu depuis bien longtemps. Un des pires de ces 20 dernières années pour moi, c'est catastrophique. Je suis allé voir le dernier Spider-Man, j'étais très déçu parce qu'à la fin du film il y a marqué à suivre, je m'y attendais pas, je suis désolé, j'ai pas suivi la com. Je pensais que ça serait un film qui se tiendrait avec un début, un milieu, une fin, en fait non, c'est une première partie, c'est une très longue intro. Et encore, le film est super techniquement, mais je trouve qu'il racontait rien, il n'y avait pas d'enjeu. Mais globalement, l'industrie du cinéma ne m'intéresse plus beaucoup. C'est pour ça que voilà, il n'y a plus beaucoup de critiques. Mais il faut aussi que j'accepte que l'industrie a changé. On en parlait avec Misty quand on a fait la critique de Babylone. Je crois que Damien Chazelle fait aussi ce constat. Et c'est marrant que The Flash il fait ce constat et il dit aux gens comme moi, il faut accepter qu'on passe à autre chose. Et je trouve qu'Andy Muschietti s'en est pas mal sorti avec un scénario qui est aussi casse-gueule, avec autant de choses à intégrer.
Même si voilà, il peut pas tout sauver, et Michael Keaton lui non plus peut pas tout sauver, il est encore bon, je trouve qu'il a bien vieilli. Il y a certains moments dans le film où j'ai trouvé qu'il a encore cette noirceur dans le regard, il a encore ce charisme, mais on lui donne pas le temps d'exister. Ce que j'ai aimé, c'est la première scène d'ouverture, quand il a une grosse barbe et des longs cheveux, qu'il est en mode clodo, un Bruce Wayne qui a laissé tomber parce qu'il sent plus rien dans un monde où il y a plein de super-héros. Lui, il a pas de super-pouvoir, mais malheureusement, après, il saute comme Maître Yoda dans l'épisode 2. Bref. Mais voilà, je crois qu'il faut accepter que il y a une nouvelle génération maintenant qui aime ces films de super-héros, qui prend beaucoup de plaisir devant. Et tant mieux si les gens adorent ça. Encore une fois, c'est loin d'être un des pires films de super-héros que j'ai pu voir ces dernières années. C'est correct, c'est honnête, mais ce n'est pas ce que j'attends de DC. C'est pas ce que j'attends pour Batman. Là, pour le coup, je pourrais ressortir tout ce que j'ai dit dans ma vidéo réaction à la bande-annonce. C'est que pour moi, DC, ça fait des années qu'ils font n'importe quoi. Leur univers, la Zack Snyder et compagnie, ils sont partis dans une très mauvaise direction. J'ai pas parlé d'un truc, déjà c'est un carton rouge, le costume de Flash, c'est indigne, c'est catastrophique, c'est horrible. Je sais même pas qui a envie d'acheter une figurine. L'autre costume qu'il a dans le film, la version plus jeune de Flash, celle qui a 18 ans, se fait un costume à partir du costume de Batman Keaton, en le repeignant. C'est plutôt rigolo, mais c'est horrible. Visuellement, leur direction artistique ne va pas. Le choix des acteurs, bon, même si Ezra Miller, c'est peut-être un de ceux qui s'en sort le mieux dans ceux que j'ai vus pour l'instant. Parce que Ben Affleck, je trouve qu'il manque de consistance. Il était bon sous le costume, mais en Bruce Wayne, il m'a jamais vraiment convaincu. Henry Cavill, physiquement, il est hyper bon, hyper impressionnant, c'est le Superman parfait. Mais il manquait aussi ce quelque chose qu'avait Christopher Reeve. Moi je vais vous dire, en fait, les classiques chez DC, c'est le premier Superman, allez, c'est même les deux premiers de Richard Donner, et c'est les deux films de Burton sur Batman. Et après, Dark Knight Rises était cool de Nolan, mais en tout cas là, ce nouveau versant des films DC, j'y accroche pas. Là, c'est peut-être un des moins pires avec Batman v Superman. Il faut qu'ils passent à autre chose. Moi j'aimerais bien qu'ils adaptent vraiment entièrement The Dark Knight Returns, qui partent sur une version de Batman âgé, charismatique, avec un Ed Harris, pourquoi pas, mais un film vraiment qui se tient, où on suit que Batman. Faut arrêter avec ce délire de multivers, de je sais pas combien de personnages, de séries, parce qu'en fait maintenant c'est des films épisodiques, parce qu'ils essaient de coller à ce que fait Marvel et à cette mode de gens qui consomment des séries télé. Moi j'aimerais qu'on ait des films plus simples, où on suit un personnage fort, un film sur Superman, un film sur Batman, etc. Avec des acteurs vraiment badass, où on va dénicher des vrais grands compositeurs de musique, qu'on ressorte avec un score dans la tête, on a ressenti vraiment des émotions. Là, j'ai pas ressenti grand chose, je vais être honnête. Je me suis marré, je trouvais ça sympa, je trouvais qu'il y avait de l'enjeu, mais je suis pas ressorti en me disant putain, c'est incroyable, vous voyez ce que je veux dire? Mais je retiens que le message du film, c'est de nous faire comprendre, à nous vieux trentenaires, quarantenaires et compagnie, qu'il faut accepter qu'on est passé à autre chose, et que Michael Keaton, c'est fini. Voilà. Et ben, il fallait peut-être pas le ramener dans le film. Bref, avis final, c'est médiocre. C'est médiocre, voilà, on va pas enfin, c'est médiocre. C'est moyen plus, voilà, c'est moyen plus. C'est un peu ce que je vous avais dit sur Spider-Man No Way Home. En toute honnêteté, c'est un film moyen plus. C'est pas une catastrophe. C'est pas un excellent film. Ça se regarde, on va dire, ça se regarde, mais c'est tellement loin de ce que j'attends d'un film de super-héros d'ambition. Andy Muschietti, elles sont bien les scènes d'action, et en fait j'en veux pas à lui, parce que je me dis putain, il a un tel cahier des charges, c'est un mec qui doit appliquer tellement de trucs. Je pensais même pas lui qui a l'idée de mettre Nicolas Cage qui débarque comme ça en costume de Superman, vous voyez. Il y a plein de trucs gratuits, ou George Clooney à la fin. Il y a même ça, quand tu vois que le film se conclut sur George Clooney qui fait un caméo, tu sais de quel film il sort, Batman et Robin de Schumacher, qui est considéré comme un des pires films Batman ever. Le film se conclut sur une énorme blague, et je crois que c'est censé conclure ce versant de ces films d'ici. Quelle conclusion? Moi, ça m'a fait mourir de rire. Bon, maintenant, j'espère qu'ils vont repasser à quelque chose de plus sérieux, et pas avec The Batman de Pattinson. Pour moi, c'est raté, je vous l'avais dit, je l'ai pas revu, j'ai aucune envie de le revoir, c'est complètement raté. Mais là, ce film, voilà, c'est moins pire que ce qu'ils ont proposé ces dernières années.
Je préfère à la limite qu'ils fassent des films un peu plus comiques, mais ce que je préférais sincèrement, c'est qu'on revienne à la grande époque des films de Burton. Mais est-ce que c'est encore possible avec la façon de faire les films? Je ne pense pas, je ne suis pas sûr. Bref, voilà, messieurs, dames, j'espère que j'ai été clair. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, qui ont voulu tout se spoiler, j'espère que ça vous a quand même donné envie de voir le film, ne serait-ce que pour le caméo de George Clooney, la petite apparition de Nicolas Cage en CGI avec son costume de Superman, pour la prestation d'Ezra Miller, qui est vraiment bon dans le rôle, dans les deux rôles. Et si vous voulez absolument voir le film pour revoir Michael Keaton en Batman, n'en attendez pas grand-chose à part le fait qu'on vous agite une figurine en mode full nostalgie. Ça n'a pas grand intérêt. Revoyez les films de Burton où il était bien meilleur, où il y avait une ambiance de dingue. Et par contre, oui, j'ai vu qu'il y avait une Hot Toys qui était prévue de Michael Keaton sur ce film The Flash. Bah écoutez, elle a l'air plutôt cool. C'est vrai qu'au moins, ce film m'aura permis d'avoir une bonne figurine, une nouvelle bonne figurine de Michael Keaton Hot Toys. Voilà, j'essaie de rester le plus ouvert d'esprit possible. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette critique. Je vous remercie de votre soutien encore une fois. Je vous dis à très bientôt, messieurs, dames. Prenez soin de vous. Et vous me direz ce que vous avez pensé de ce The Flash. Ciao.